Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Hier samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Dabakala pour procéder au lancement du projet de développement de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire qui permettra de réaliser plus de 1600 km de lignes de réseau de transport en énergie et les travaux de bitumage des voies de Dabakala. Deux communes du district d'Abidjan, Abobo et Yopougon, éprouvées par la crise post-électorale, sont les principales bénéficiaires d'un projet qui vise à renforcer les capacités des communes pour la promotion de la cohésion sociale, projet lancé par la direction de la décentralisation du développement local et l'agence japonaise de coopération internationale. Le bilan des redoutables pluies qui ravagent une large partie de l'ouest du Japon est monté ce dimanche matin à 65 morts et plusieurs disparus selon les autorités. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié de cause contre la montre le combat que mènent les autorités pour sauver les sinistrés piégés par les pluies. Le magazine de ce dimanche 8 juillet va s'intéresser à la production animale, à la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Kwadjo Adama, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Docteur Kwadjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour les échanges. En attendant, feuilleton, l'actualité chez les populations Guéméné, Djamala, dans la région du Hambol, ont rendu hommage hier samedi au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en leur faveur. La célébration a eu lieu à Dabakala en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a exhorté les Ivoiriens à se réunir autour de la vision de paix et d'unité du président ivoirien. Alexis Ouedraogo. 11h30 ce samedi, Amadou Gon Coulibaly embrasse Dabakala. Le cœur de la région du Hambol reçoit le chef du gouvernement pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara et saluer ses actions de développement dans la région. Nous avons jusqu'à 90% de villages électrifiés aujourd'hui, 90% des villages qui ont l'eau potable, 90% des villages du département de Dabakala qui sont accessibles, donc qui ont une route. 90% au moins des villages de Dabakala qui ont un centre de santé. C'est déjà assez pour venir dire merci à cet illustre bâtisseur. Ministre Djamala, nous sommes vraiment heureux de faire vraiment. Au pupitre des allocutions se succèdent les fils de la région. Un seul mot en bouche, reconnaissance. Toutes les populations savent que l'avenir de Dabakala est lumineux, au regard de tous les projets programmés dans différents domaines pour permettre à notre région de rattraper son retard. Dabakala est Alassane Ouattara. Dabakala lui appartient. Et Dabakala restera Alassane Ouattara tout le temps. Et comme on le dit chez nous en Djoula, c'est Froutoutou. Invité à son tour à prendre la parole, le Premier ministre n'a pas caché sa joie d'être à Dabakala et dit toute l'affection du chef de l'État à cette région du Hambol. Je ne peux pas dire que tous les problèmes des Ivoiriens sont réglés, mais il n'est pas vrai, il n'est pas exact de dire que la croissance économique soutenue depuis 2012, de 9% en 2012 et 2017, et que cette croissance économique ne s'est pas diffusée dans le tissu social au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous venons de faire aujourd'hui, parce que l'annonce des villages de 500 habitants qui seront tous électrifiés, parce que tout ce que nous disons concernant l'eau potable, parce que tout ce que nous disons concernant les classes primaires qui sont construites, parce que tout ce que nous disons par rapport à ce qui est fait pour la santé, parce que toutes les augmentations de revenus que nous avons eues au niveau du monde paysan, parce que l'augmentation du SMIC, les augmentations des salaires de fonctionnaires, tout ça, mais c'est la redistribution de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Alors, ne nous laissons pas abuser. Amadou Gon Coulibaly a exhorté les populations à s'accorder autour du chef de l'État pour sa vision de paix via la création du parti unifié. Cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République me donne à nouveau l'occasion d'exprimer ma profonde conviction que le processus de création
du parti unifié, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, est bel et bien enclenché. Que ce processus est enclenché et qu'il est irréversible. Oui, chers frères et sœurs, il est donc temps de conclure, d'aller de l'avant avec tous ceux qui croient à cette grande et noble ambition de rassemblement, de consolidation de la paix et de développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Plusieurs dons de la population au chef de l'État et du chef de l'État à la population ont marqué la cérémonie. Notons que plusieurs projets sont annoncés pour la région très bientôt. Voilà, hier samedi, donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Dabakala pour procéder par ailleurs au lancement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, PRODER-6, qui permettra de réaliser plus de 1600 km de lignes de réseau de transport en ligne et les travaux de bitumage des voies de Dabakala. Nous allons rester avec Alexis Ouedraogo. Inscrit à l'agenda du Premier ministre dans le Hambol, d'importantes activités dont le coup de pioche des travaux de bitumage de la voirie de la ville. Dabakala devra bénéficier d'environ 5 km de bitume pour améliorer le quotidien des populations. Très attendu aussi, le lancement du PRODER-6, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Il devra permettre la réalisation de plus de 1700 km de lignes de réseau de transport en énergie dans le pays. 460 milliards de financement pour couvrir 4 grandes zones de notre pays, le nord-est, le centre-nord, le centre-ouest et l'ouest, avec la construction, la réhabilitation et l'extension de 26 postes au total, la construction de près de 1700 km de lignes et l'électrification de 500 villages. Le PRODER-6 est soutenu à hauteur de 95% par le gouvernement chinois. La vitalité du secteur énergétique devrait booster les secteurs de l'industrie et renforcer l'exportation d'électricité vers les pays du Nord. Autre point très important, l'amélioration des conditions de vie des populations avec la qualité de l'électricité produite. En 2011, il n'y avait quasiment pas d'électricité à Bouna parce que Bouna était alimenté par un groupe électrogène, si l'on peut dire. Avec ce projet qui est en cours de réalisation, Bouna sera donc bientôt définitivement connecté au réseau interconnecté de la République de Côte d'Ivoire. Ce sera donc une fourniture régulière, une fourniture de qualité au niveau de la qualité de ce que nous avons donc dans notre pays. Donc on s'en réjouit. Mais au-delà de Bouna, c'est 4 millions donc, de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la capacité d'accéder à de l'électricité avec ce projet qui va s'achever mi-2020. C'était une orientation importante du président de la République de faire en sorte que sur les questions d'accès à l'électricité, sur les questions d'accès à l'eau, d'amélioration du quotidien des Ivoiriens, que le gouvernement soit à la tâche. Et je me réjouis donc du lancement de ce projet aujourd'hui. Le chef du gouvernement a pour finir insisté sur la ferme résolution du président Alassane Ouattara d'apporter l'électricité aux 4 coins du pays d'ici fin 2018. Et nous vous proposons quelques réactions de population qui ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans leur localité. La station a été réhabilitée et a permis donc aux populations de Dabakala de retrouver de l'eau dans leur robinet. Ça a été l'une des premières actions donc, du gouvernement dès la sortie du Golfe. Après, il y a eu donc la réhabilitation de la plupart des pompes hydrauliques du département. Et il y a des constructions donc, des hydrauliques villageoises améliorées dans certains villages importants du département. Le président a beaucoup fait pour Dabakala. Il y a des villages qui sont électrifiés. Et les routes, il y a beaucoup de routes qui ont été profilées. Dabakala est très fier. Nous avons eu beaucoup d'opportunités, nous avons eu beaucoup de réalisations. Il y a eu le lancement du port 225 et la ligne 225 à Dabakala. Kong, ce qui va renforcer les capacités énergétiques de Dabakala. La plupart de nos villages qui étaient enclavés, aujourd'hui nous avons des routes pour aller dans ces villages-là. Et le deuxième élément qui est important, qu'on a dit, la lumière précède l'industrialisation. Et effectivement aujourd'hui, on a près de 50 villages qui sont électrifiés. Et il a été promis que d'ici la fin 2018, tous les villages qui ont plus de 500 habitants seront électrifiés. Donc nous pensons que
le président a fait beaucoup. Le fait que la Côte d'Ivoire, depuis 2011, est en situation de paix, nous pensons que c'est important et c'est pour quelque chose pour laquelle il faut rendre hommage. Ma commune a bénéficié de 14 écoles primaires, dont 2 maternelles, la commune de Fumolo. Tous les villages de la sous-préfecture de Fumolo ont été dotés d'une école primaire. On voit par exemple les infrastructures routières, il y a une amélioration, le secteur de la santé, nos hôpitaux sont fournis. Et on remarque aussi qu'au niveau du secteur de l'électricité, nous avons beaucoup de villages qui sont électrifiés, qui sont en cours de l'être. Alors c'est une grande satisfaction pour la population de Dabakala. Dabakala compte 215 villages. Et depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous avons passé le cap des 78 villages électrifiés, alors que jusqu'en 2011, nous étions à 13 villages électrifiés. En 2011, le département de Dabakala comptait 73 écoles, tout le département. Et nous sommes aujourd'hui, en 2018, la seule sous-préfecture de Dabakala compte 113 écoles. Voilà, dissous le 4 juillet dernier chez le nouveau gouvernement, Amadou Gon Coulibaly est toujours très attendu par les populations qui veulent un gouvernement qui sera à la tâche pour poursuivre le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Gabriel Zadé. Depuis le mardi 4 juillet, le gouvernement est dissous. Les ministres démis sont restés en poste pour gérer les affaires courantes. Et pendant ce temps, dans les rues d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les supputations vont bon train sur la formation du nouveau gouvernement. Dans cette attente, les Ivoiriens veulent plus de changements. On ne dira pas qu'il y a eu une faille dans le travail, mais on attend du nouveau gouvernement plus d'attention par rapport aux demandes du peuple. Dans l'ancien gouvernement, il y a eu quand même de bons ministres. On attend beaucoup du nouveau gouvernement. Surtout au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on attend beaucoup de... Plus de changements pour la réconciliation nationale, plus de proximité et surtout, plus de mesures pour la protection sociale. Une attente motivée sans doute par les conséquences dramatiques des inondations dues aux pluies diluviennes du mois de juin. L'ancien gouvernement quand même est parvenu à relever un certain nombre de défis, notamment au plan économique. Et je pense qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire, au niveau social surtout. Donc si le nouveau gouvernement peut nous permettre d'avoir davantage de stabilité dans le pays, voilà, et aller un peu plus vers la réconciliation, je pense que ce serait une bonne chose. En 18 mois, le travail du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II a été diversement apprécié. Amadou Gon Coulibaly et sa nouvelle équipe devront donc faire encore plus, car les attentes sont de plus en plus nombreuses et exigeantes. Le nouveau gouvernement, moi je veux que le cas met quelque chose en place, surtout nous, côté chauffeurs, pour nous aider. Il y a trop de barrages, il y a trop de raquettes, pour diminuer ça un peu. Les manières de travail, ça me plaît. En fait, les quartiers précaires, là, il y a longtemps, les gens dorment là-bas, ils habitent là-bas. Mais on ne peut pas tout le temps les regarder dans ce quartier. Il faut forcément que l'État prenne ça pour casser les quartiers, pour les enlever là. Pendant que dans les quartiers d'Abidjan, tout comme dans les autres communes du pays, chacun forme son gouvernement avec ses priorités. Le président de la République, lui, attend du Premier ministre une liste de personnalités capables de répondre aux exigences économiques, sécuritaires et sociales du moment. Le président de la République, Alassane Ouattara, apporte sa compassion à la communauté villageoise de Congo 2. C'est dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou. Dans ce village, l'on se souvient que 12 personnes sont décédées récemment à la suite d'une intoxication alimentaire. Envoyé du chef de l'État, Mariatou Koné a remis au total 23 millions de francs CFA aux familles des victimes, aux rescapés à la communauté villageoise. Serge Collier. Le village de Congo 2, situé à une dizaine de kilomètres de Yakassé à Tobrou dans le département d'Adzopé, a vécu un véritable drame entre le mardi 19 et le jeudi 21 juin dernier. 12 morts, au nombre desquels 9 enfants victimes d'une intoxication alimentaire. 28 autres personnes ont pu survivre. À l'origine de cette tragédie, une bouillie consommée par toutes ces personnes. Après la compassion et le soutien de la première dame, c'est au tour du président de la République de soulager ces populations encore meurtries dans leur chair. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, je suis venu exprimer les condoléances et la compassion de la nation tout entière aux familles des défunts et à tous les rescapés. Mariatou Koné, envoyé du chef de l'État, a remis 6 millions de francs CFA aux ayants droit des 12 décédés, 2 800 000 francs CFA pour les 28 survivants. Plusieurs autres dons en espèces ont été faits à la chefferie et au village, ainsi que des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des cartons d'eau minérale, des nattes pour toute la communauté villageoise de Kong 2. Madame la ministre, vous êtes là en ce jour, la décharge de présent. Soyez-en remerciés. Recevez d'abord et traduisez ensuite au président de la République, ainsi qu'à tous vos collaborateurs, nos sincères bénédictions et l'expression de nos profondes gratitude. Au total, 23 millions de francs CFA, dont 11 millions en espèces offerts par le chef de l'État. La vendeuse de la bouillie est en ce moment aux arrêts en attendant les conclusions des enquêtes. Les populations de Kong 2 ont été sensibilisées à l'hygiène. Des campagnes de sensibilisation continuent d'être menées par l'assistant social de Yakassé à Tobrou pour ramener la quiétude à Kong 2. Autre sujet dans cette édition, la Société des infirmiers anesthésistes diplômés de Côte d'Ivoire vient d'organiser ces journées scientifiques. Objectif, déterminer les meilleures conditions d'utilisation des appareils d'anesthésie pour la sécurité des patients. Christ Diomondé, Franck Quadio. Son travail dans un bloc opératoire, administrer aux patients le produit supprimant totalement ou à moitié la sensibilité à la douleur. Les médecins anesthésistes sont assistés d'infirmiers. Ces derniers sont formés à l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS. L'anesthésie, c'est vraiment important et parfois ils travaillent seuls. Donc forcément, il faut se remettre en question, il faut se remettre en partie, il faut valoriser ses connaissances. Une tâche difficile, le matériel pas toujours maîtrisé, ce qui influence négativement la pratique sur le terrain. Quand l'État fait un effort pour équiper l'intérieur du pays de ces tables plus modernes, nos collègues n'ayant pas été formés au préalable mettent ces tables dans le coin et continuent à travailler comme l'ancienne méthode. Une formation alors pour permettre à ces agents de santé d'être au même niveau de connaissance. Cette journée permettra pour nous et pour eux-mêmes d'apprendre à interpréter les signes de défaillance des organes, les signes de défaillance du cœur au cours de l'intervention, les signes de défaillance de la respiration au cours de l'intervention et les signes de défaillance du cerveau au cours de l'intervention. Ces nouveaux appareils qui viennent et qui sont très modernes, il faut qu'on apprenne à les utiliser pour que ça soit profitable aux patients. 2 jours de formation pleinement vécus selon les participants. Ces journées sont vraiment bienvenues parce que nous sommes vraiment loin. La science évolue, il y a de nouvelles techniques, il faut que nous venions chaque fois se ressourcer auprès de nos maîtres pour parfaire la prise en charge anesthésique de nos patients que nous avons à Korogo. En Côte d'Ivoire, plus de 300 infirmiers anesthésistes interviennent dans la prise en charge des patients en soins d'urgence, en réanimation et en anesthésie. La gendarmerie de San Pedro poursuit sa lutte contre la drogue. Plus de 500 kg de drogue et autres produits prohibés saisis ces derniers mois ont été incinérés. La valeur de ces produits, plus de 250 millions de francs CFA. Sam Kodan. Coup dur pour les trafiquants de drogue et autres produits prohibés. Ce sont 250 millions de francs CFA qui partent ainsi en fumée. C'est l'estimation des produits saisis dans la période de décembre 2017 à juin 2018. La cellule antidrogue rattachée à la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro a procédé à l'incinération de ces produits qui sont composés entre autres de cannabis, 74,530 kg, cocaïne, 215 g, héroïne, 446 g, produits pharmaceutiques non enregistrés en Côte d'Ivoire, 449 kg, tramadol cap 120 mg, 51 g, tramadol HCl 200 mg, 375,3 g. Le capitaine Gessambi Richard et ses hommes qui traquent nuit et jour les dealers sans moyens
ont été encouragés par les autorités présentes à l'incinération. Toutefois, ils ont été invités à intensifier la lutte contre la drogue dans le Bas-Sassandra. Le fruit de la lutte engagée par la cellule antidrogue de San Pedro. Et cela avec la collaboration de la population. Pour dire aux trafiquants que nous travaillons, et que la lutte continue. C'est un signal fort qui est lancé à l'endroit des trafiquants et des consommateurs de la drogue dans notre région. Et je pense qu'en continuant de les traquer, nous allons finir par avoir le résultat escompté. 21 personnes ont été déférées dans les différentes maisons d'arrêt et de correction de Sassandra, Soubré et Tabou, dont 4 femmes et 17 hommes au cours du premier semestre de l'année 2018. Dans sa lutte contre la corruption, la haute autorité pour la bonne gouvernance implique les populations et les autorités locales. Dans la région du Sud Komoué, elle a installé la plateforme anticorruption d'Aboasso et un comité d'intégrité à Bonois. Moussa Konaté. La corruption constitue un frein au développement. La haute autorité pour la bonne gouvernance veut combattre le fléau en impliquant les populations. La structure procède à l'installation d'un comité local d'intégrité dans plusieurs localités du pays. Un instrument de veille composé d'acteurs de la société civile pour dénoncer tout acte de corruption. Les premières personnes à en souffrir, malheureusement, ce sont ces populations-là. Donc en installant ces comités d'intégrité, c'est de permettre à ces populations-là de se retrouver pour surveiller, parce que c'est une obligation que la loi met à leur service, pour faire en sorte que la corruption ne soit une vue de l'esprit dans leur localité. À Bonois, dans la région du Sud Komoué, le comité local d'intégrité vient d'être installé. Il est composé d'acteurs de la société civile. À l'hôpital, par exemple, quand tu vas accoucher, quand les femmes te disent qu'ils vont s'occuper de toi, après elles reviennent, bon, il y a tant à payer, des sérums à payer, des injections à te faire, tout ça. On va dénoncer toutes ces formes de pratiques. C'est l'information, si vous n'êtes pas au courant, mais si vous venez qu'on vous demande de payer, que vous n'êtes pas au courant, vous serez obligé de payer. Donc, quand on n'est pas informé, on subit la corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance a également installé la plateforme anticorruption d'Aboasso. Elle est conduite par les autorités locales, les chefs de communauté et les coachs socio-professionnels. Leur mission, sensibiliser les populations sur les conséquences de la corruption et signaler tous les faits de corruption. Nous vous le disions dans nos titres, 2 communes du district d'Abidjan, Abobo et Yopougon, éprouvées par la crise post-électorale, sont les principales bénéficiaires d'un projet qui vise à renforcer les capacités des communes pour la promotion de la cohésion sociale. Projet lancé par la direction de la décentralisation du développement local et l'agence japonaise de coopération internationale. Olivier Eriebi, Wilfried Hermann-Djivé. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, pour le financement de la deuxième phase du projet de cohésion sociale dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Baptisé KOSAI, le projet s'étend sur 3 ans et demi. Il vise, selon les initiateurs, à consolider les acquis de la première phase, promouvoir la solidarité entre les communautés des 2 communes et renforcer la confiance entre l'administration locale et les usagers. Depuis la phase précédente, le projet a essayé d'encourager un bon partenariat entre l'administration locale et la population, d'introduire l'approche participative dans la planification communale et dans la mise en œuvre des projets concrets. L'initiative KOSAI va contribuer à améliorer le développement des collectivités locales identifiées. Au regard des résultats satisfaisants du KOSAI 1, il nous est apparu nécessaire de réitérer cette expérience. Il s'agit donc de promouvoir le vivre ensemble en permettant aux populations d'un même quartier, d'une même cité, de réfléchir, d'élaborer et de travailler côte à côte à la réalisation d'un objectif commun. Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, ce projet a été lancé en 2013 et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Il s'inscrit dans le cadre du Programme national de la cohésion sociale PNCS 2012-2015 et de la politique nationale de la solidarité et de la cohésion sociale PNCS 2016-2020.
La 17e édition de l'opération Grand Ménage a eu lieu hier samedi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement, du Développement durable a une fois de plus exhorté les populations à maintenir leur cadre de vie propre. Adrienne Grascando. La pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan ce samedi n'a pas empêché la tenue de l'opération Grand Ménage. À Anono et à la Riviera 2, dans la commune de Cocody, les grandes artères sont passées au peigne fin, curage également de caniveaux, avec à la clé des messages de sensibilisation aux différents commerçants sur des gestes éco-citoyens. Ce grand ménage a un caractère très spécial, d'autant plus qu'il intervient pendant la saison des pluies. La saison des pluies cause beaucoup de dégâts et surtout dû à l'incivisme des populations qui laissent les déchets joncher les rues. Ce que nous demandons, c'est de nettoyer notre environnement immédiat. Et force est de constater que cet environnement immédiat, quand il n'est pas salubre, met en mal les systèmes d'assainissement et crée des désagréments, en l'occurrence des inondations, qui malheureusement entraînent des fois des pertes en vie humaine. Société civile, opérateurs du secteur de la salubrité, ONG, tous apportent leur contribution à cette opération Grand Ménage qui est à sa 17e édition. Nous avons ramassé les sachets depuis la Riviera 3 jusqu'à la Riviera 2 et nous avons également curé les caniveaux et désherbé aussi aux alentours de la voie. Quand l'environnement est propre, sain, nous avons la santé et nous pouvons augmenter notre espérance de vie. On prend l'engagement de nettoyer chaque jour notre environnement pour éviter que les déchets partent dans des égouts pour provoquer les inondations futures. On verra pour que les gars ne jettent plus les ordures partout. Pour rappel, le grand ménage initié par le gouvernement ivoirien en février 2017 vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abobo ont été célébrés hier samedi au centre culturel d'Abobo pour leur mérite. C'était en présence de la ministre Kandia Kamara. Patricia Omouetia. Meilleur agent de bureau, meilleur maître de CM2, meilleur élève de CM2. Ils ont été tous primés et félicités. Cette fête commune de l'excellence avec la ministre de l'Éducation nationale est une consécration des meilleurs acteurs de l'ensemble des 7 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. C'est l'occasion pour montrer à la nation tous nos valeureux élèves, tous nos valeureux enseignants, tous nos valeureux personnels d'encadrement, tous nos valeureux partenaires méritent nos félicitations. Ils ont démontré qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'éducation, on parle de travail. On parle de travail bien fait. Une cérémonie d'hommage et d'excellence pour encourager les récipiendaires à redoubler d'efforts. J'ai été récompensé meilleur élève de CM2. Je peux leur dire de bien travailler en classe, étudier les leçons pour être meilleur comme moi. J'ai été honoré en tant que meilleur agent de bureau. Je profite pour remercier Madame le ministre et tout le personnel de l'IEP. C'est un travail de collaboration. C'est moi qui suis primé, mais c'est tous les enseignants de l'EPP1. C'est nous tous qui avons travaillé pour avoir un tel résultat. Plus de 70 récipiendaires des IEP sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Allez, parlons maintenant de la journée internationale de la veuve. Ces veuves qui ont perdu leurs époux ont été sensibilisées sur leurs droits. Organisées désormais en association, les veuves des fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont saisi l'occasion de la célébration de la journée internationale de la veuve pour exposer leurs préoccupations quotidiennes. Des préoccupations portant sur l'insertion de leurs enfants, mais aussi la question du logement. Dès que ton mari décède, 3 mois, le bail est assuré. 3 mois après, 2 mois après, on t'appelle, on te dit bon, à partir de tel mois, tu dois quitter la maison. Mais si la maison vous appartient, on t'informe que tu recevras pour le bail. Et les veuves et les orphelins sont expulsés des maisons de service. Puisque lorsque le monsieur décède, à 3 mois, elles sont encore en plein dans le veuvage. Chez nous, les musulmans, c'est 4 mois, 10 jours. Notre tradition, c'est 1 an. Mais à ce moment, on est en train de pleurer, on n'a pas encore commencé à faire les papiers, ni obtenir quelque chose, ni recevoir ses droits. À ce moment, on la met dehors. Mais comment
payer la maison. Le même moment, les enfants vont à l'école dans ce même quartier. Et en plein année scolaire, tu dois quitter le quartier où et tu oublies de remettre les enfants à certaines familles. Ça fait une double tristesse pour les enfants. Pour répondre à ces problèmes, le représentant du ministre de l'Emploi et la Protection sociale propose l'assurance maladie universelle comme première solution pour assurer leur prise en charge. En plus de cette proposition, les veuves ont été sensibilisées sur leurs droits et ceux de leurs enfants auprès de l'IPSC Grailleux afin de leur assurer l'épanouissement. Philippe Sier, représentant le directeur général de l'IPSC Grailleux, a présenté aux veuves les dispositions à prendre afin de rentrer dans leurs droits. En 2017, une centaine de veuves de fonctionnaires a reçu les chèques de capitaux de décès de leur époux décédé en activité, choses qui ont permis à nombreuses d'entre elles de mener des activités génératrices de revenus. En attendant les chèques de cette année 2018, ces femmes ont reçu des mails de la représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, des vivres pour leur permettre d'assurer leur quotidien. Le bilan des redoutables pluies qui ravagent une large partie de l'ouest du Japon est monté ce dimanche matin à 65 morts et plusieurs disparus selon les autorités. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié de cause contre la montre le combat que mènent les autorités pour sauver les sinistrés piégés par ces pluies exceptionnelles. Et puis en Chine, dans le sud de ce pays, il y a une coulée de boue dévastatrice qui a fait d'importants dégâts. Le magazine de ce dimanche 8 juillet va s'intéresser à la production animale, à la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Notre invité est le docteur Kwadjo Adama, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Docteur Kwadjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Godefroy Okambawa. En Côte d'Ivoire, la production animale contribue à hauteur de 4,5% au produit intérieur brut. Cette filière emploie près de 400 000 personnes selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le secteur occupe une place de choix dans la croissance économique du pays. Mais depuis peu, la filière est confrontée à des pratiques illégales du fait de l'existence d'un réseau de distribution de médicaments vétérinaires contrefaits. À Ibelekro, dans la région de l'Indéné-Djoablin, réputée comme localité à forte expansion de l'activité de l'élevage, est confrontée à cette pratique. Une situation qui met à mal la production animale et constitue un risque pour la santé des consommateurs. Et justement, pour mettre fin à ce phénomène, une campagne d'information est initiée au profit des acteurs de la filière. Elle concerne plus particulièrement les bergers installés dans les zones à forte production animale. Pour les vétérinaires professionnels, cette campagne vient assainir et garantir la santé animale, mais également contribuer à l'autosuffisance en protéines animales. Il y a un réseau illégal de distribution de médicaments dans la filière bétail-viande. Docteur Kwadjo, nous allons y revenir. En attendant, je voudrais vous demander, la production animale consommée en Côte d'Ivoire est estimée à combien? Merci, M. Alvor. La production animale consommée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au niveau des différentes spéculations, au niveau des bovins, nous avons à peu près 30 000 tonnes qui est consommée comme denrée animale. Et ensuite, nous avons au niveau des caprins à peu près 11 000. Au niveau des ovins, nous avons à peu près 14 000. Et au niveau de la volaille, nous avons près de 93 000 tonnes équivalent carcasse qui est consommée et produit en Côte d'Ivoire et consommé en Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, quels sont les effectifs des animaux d'élevage en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on pratique l'ensemble des spéculations, mais les spéculations les plus représentatives sont les bovins. Les bovins, nous avons à peu près 1 600 000 têtes de bovins. Au niveau des ovins, qu'on appelle les moutons, nous avons à peu près 2 700 000. Au niveau des caprins, c'est-à-dire les cabris, les chèvres, nous avons près de 3 400 000. Les porcs, 400 000 têtes. Et au niveau de la volaille, nous avons près de 76 millions de volailles, avec près de 46 millions de volailles modernes, c'est-à-dire les pondeuses et puis les poulets de chair. Mais au niveau de la poulet traditionnelle, nous avons près de 31 000 têtes. Très bien, nous sommes situés. Quels sont les besoins de la Côte d'Ivoire en viande?
Alors, les besoins de la Côte d'Ivoire, si nous prenons la population ivoirienne qui est estimée récemment à près de 20 à 22 millions d'habitants, on sait qu'une consommation par habitant, c'est à peu près 30 à 40 kg de viande par habitant par an. Alors, si nous faisons un petit calcul, on se retrouve à près de 500 à 600 000 tonnes d'équivalent carcasse qui a consommé en Côte d'Ivoire par an. Donc ça, c'est les besoins réels de la Côte d'Ivoire en viande. Est-ce que les Ivoiriens mangent la viande de qualité? Oui, sur ce point, nous pouvons rassurer les Ivoiriens. Ils mangent de la viande de qualité parce que sur tout le territoire national, nous avons des vétérinaires assermentés qui inspectent tout ce qui est établissement qui produit la viande et qui est mis sur le marché. Donc avant de la production à la transformation jusqu'à la mise sur le marché, toutes ces viandes sont contrôlées, inspectées avant de livrer à la consommation de la population. Donc vous rassurez on peut rassurer la population que la viande qui est mise sur le marché ivoirien est de qualité. Alors justement, est-ce que cette production animale consommée couvre les besoins de la Côte d'Ivoire? Oui, la production ivoirienne ne couvre pas les besoins de la Côte d'Ivoire parce que, comme on vient de le voir avec les chiffres que je viens de donner tout à l'heure, disons qu'en viande et à bas, elle couvre à peine la moitié. Mais la population ivoirienne aussi va en augmentant, mais les besoins aussi s'accroissent. Mais l'État essaie de faire son maximum parce que quand nous prenons les chiffres de 2015, au niveau de la production laitière par exemple, c'est vrai, nous n'avons pas une grande production. Donc la production ivoirienne couvre à peine 18% des besoins nationaux. Mais si nous prenons la viande et les abats, la production ivoirienne couvre jusqu'à 59% des besoins de la Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau des œufs, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en œufs de production, en œufs de consommation depuis près d'une dizaine d'années. Et ça, c'est un effort. Alors, ça veut dire que tout le gap qui se présente là est importé des pays limitrophes. Vous demandez d'où provient le reste de la viande que les Ivoiriens consomment. Exactement, des pays occidentaux ou des pays limitrophes. Voilà, est-ce que cela est contrôlé également par les vétérinaires pour assurer les Ivoiriens qui consomment à partir de ces pays-là la viande de qualité? Exactement, puisque pour se livrer à ce commerce, il faut avoir un agrément et pour que ces produits, ces denrées rentrent sur le territoire ivoirien, vous avez nos services d'inspection aux frontières qui veillent au grain et qui contrôlent ces denrées. Justement, que faut-il faire pour être autosuffisant ou tendre vers l'autosuffisance en viande? Bon, aujourd'hui, le gouvernement, surtout le ministère des Ressources animales et halieutiques, a mis en place un programme, le programme stratégique de développement de l'élevage et de l'aquaculture et de la pêche en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le PSDPA. Et ce programme qui aura pour rôle, et qui est déjà commencé à sa mise en place, aura pour rôle spécialement de renforcer la productivité, et surtout et ensuite après le renforcement de la productivité, c'est un programme qui va aller à la professionnalisation des acteurs et surtout améliorer la gouvernance dans le secteur ressources animales et halieutiques. Donc à travers ce programme, l'amélioration de la production va vraiment s'amorcer. Et justement, qu'en est-il de la professionnalisation? Vous en avez parlé tout à l'heure, et de la formation des acteurs de ce secteur d'activité. Oui, la professionnalisation, effectivement, c'est un élément clé, puisque qui parle de professionnalisation parle de l'amélioration du capital, du potentiel humain. Alors ici, il s'agira surtout de la formation. D'abord, la gouvernance, elle va commencer d'abord par l'administration, les acteurs de l'administration que nous sommes. Il faut renforcer les capacités. Il faut aussi surtout renforcer les capacités des professionnels par un appui conseil conséquent, par une organisation et surtout par la formation de ces acteurs à l'utilisation dans les normes des facteurs de production que sont l'aliment, que sont aussi les semences et surtout les médicaments vétérinaires qui doivent avoir une utilisation vraiment encadrée. Justement, dans le reportage de Godefroy Okambawa, il a parlé de vente de produits illégaux ou prohibés aux éleveurs. Oui. De quoi s'agit-il? Qu'en est-il exactement? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a la vente dans certains produits qui ne sont pas recommandés. Il existe des circuits. Le circuit officiel existe, mais certains s'appuient dessus. Et il existe aussi des circuits illicites qui mettent sur le marché certains produits qui sont interdits
aujourd'hui et les différentes inspections, missions menées sur le terrain ont permis de mettre la main sur ces quantités de produits. Alors on a vu que c'est vraiment tous les acteurs qui s'adonnent et c'est ce que nous essayons d'éviter, à savoir certains producteurs même, certains éleveurs même, des vendeurs ambulants. Et ça concerne tous les types de produits. Il y a certaines molécules qui sont carrément interdites. Voilà, je vais vous demander, l'objectif c'est pourquoi? Oui. Aussi les animaux. Oui, l'objectif, l'utilisation des produits, disons, c'est pour améliorer la production, la productivité des animaux. Mais mal utilisé dans les mains d'un profane, la réponse, le résultat que ça donne, c'est un résultat qui va contre la production parce que les produits qui en sortent ne sont pas correctement bien pour la consommation de la population. Vous avez pu cibler quand même quelques localités, non, où il y a ces ventes de produits. Oui, Vous avez pu saisir quelques individus qui sont passés entre les filets pour vendre ces produits. Oui, disons que les campagnes que nous avons menées ont permis de mettre la main sur certains produits. Depuis 2013, disons que l'État de Côte d'Ivoire déjà mène la campagne d'assainissement. Et cette campagne d'assainissement a permis de mettre la main sur certains produits, de mettre la main sur certaines personnes et de faire fermer des magasins qui sont illégaux, qui ne sont pas autorisés. Donc effectivement, ces différentes missions menées depuis 2013 ont permis d'assainir un tant soit peu le marché, mais le travail continue. Justement, ces dispositions, est-ce qu'elles sont permanentes? Oui. Parce qu'il ne suffit pas d'aller de façon spontanée, sensibiliser les populations et puis après croiser les bras et puis bon, les dégâts vont suivre. Oui, disons que c'est un programme qui s'inscrit dans un contexte bien précis. Depuis 1996, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la loi sur la pharmacie vétérinaire, la loi 96-561 du 25 juillet 1996, qui explique un peu, qui définit toutes les conditions. Mais en plus de ça, au niveau ouest africain, l'UEMOA a pris un certain nombre de règlements, le 01, 02, et une directive, la 07, qui définit ceux qui ont le droit de manipuler les produits, les médicaments vétérinaires. Donc c'est uniquement les pharmaciens, c'est uniquement les docteurs vétérinaires et c'est eux qu'on appelle les ayants droit et c'est eux. Donc toute la campagne que nous menons, c'est pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est uniquement les personnes habilitées à disposer du médicament vétérinaire qui doivent la manipuler et aller traiter les animaux avec. Justement, Dr Kouadio, est-ce que cette campagne est sous-régionale? Parce que le reste de la consommation en viande de la Côte d'Ivoire provient de la sous-région. Oui, la campagne est sous-régionale. Tous les 8 États membres mènent cette même campagne puisque c'est un projet qui est issu du programme de la politique agricole de l'Union. Donc, qui a été mis en place depuis 2008. Donc, ce programme est issu du programme de gestion des intrants agricoles et c'est mené dans les 8 États. Alors, je peux par exemple vous dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un médicament sur le marché ivoirien, ce médicament doit avoir une autorisation de mise sur le marché qui est délivrée pas par l'État de Côte d'Ivoire, mais délivrée par l'UEMOA. Et une fois ce médicament rentre sur le territoire ivoirien, il peut circuler dans les 8 autres États, vice-versa. Donc un médicament qui n'a pas cette autorisation ne peut pas circuler dans les 8 États et précisément ne peut pas circuler aussi en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors pour les éleveurs, quels sont les dangers qu'ils courent en achetant ces produits prohibés? Alors, comme nous l'avons dit, déjà, il y a la répression. Très bien. Voilà, parce que quand nous saisissons, les produits sont détruits. Alors, c'est une infraction. Donc, il y a les dispositions pénales qui vont avec. Donc, la personne peut être poursuivie. Et ensuite, si c'est un magasin, si c'est un dépôt, il est fermé. Et bon, on peut aller jusqu'à porter l'affaire en justice. Merci, Dr Kouadio. Fin de ce magazine. Nous recevions le Dr Kouadio Adama, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Et c'est également la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.
Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret.